Bonjour à toutes et tous. Nous allons maintenant débuter. Monsieur le recteur, Monsieur Zermatten, Madame Moody et Monsieur Darbelé, chers et chers collègues, chers et chers internautes, Mesdames, Messieurs, en tant que vice-rectrice de la recherche et des ressources documentaires de la HEP Béjune, je suis très heureuse de vous accueillir ici, au Musée international de l'horlogerie, que nous remercions de leur hospitalité, pour cet après-midi thématique consacré aux droits de l'enfant dans le cadre de la campagne neuchâteloise de sensibilisation. En tant qu'institution de formation des enseignantes et enseignants, il nous tenait à cœur de consacrer un moment de réflexion, d'échange et de partage autour de cet acteur central de notre pratique, l'enfant. Nous avons voulu vous proposer une manifestation permettant d'aborder différentes facettes de ce domaine complexe et pluriel. La conférence d'ouverture, donnée par M. Jean Zermatten et qui est transmise en direct grâce au soutien de la communauté du savoir, abordera la thématique du droit des enfants en situation de handicap. Elle sera suivie d'un moment de détente autour d'un apéritif qui se poursuivra dans le cadre du café pédagogique non retransmis qui donnera alors voix à notre dernier numéro de la revue Enjeux pédagogiques que vous avez pu apercevoir à l'entrée, consacrée, elle aussi, aux droits de l'enfant. Si d'aventure vous avez l'occasion, je vous invite également à vous rendre à la médiathèque de la HEP Béjune de la Chaux-de-Fonds pour découvrir 2 expositions à emprunter sur cette même thématique. Je profite de l'occasion qu'il m'est donnée ici pour remercier l'équipe qui a coordonné cette journée, dont l'organisation a débuté il y a presque plus d'1 an. Mes remerciements vont plus particulièrement à Madame Cosette Daddario, qui gère ce projet depuis le début, à Madame Claudine Chapuis, responsable de la communication, Bastien Vitali, stagiaire auprès du vice-rectorat de la recherche et des ressources documentaires et du département de la communication, Tristan Donzé, responsable des éditions, ainsi que toute l'équipe de la médiathèque, toute l'équipe technique de nos médiathèques. Je crois qu'on peut les applaudir très fort pour se mettre dans l'ambiance. Je donne maintenant la parole à Monsieur Maxime Tsoubert, recteur de la HEP Béjune. Voilà, Madame la vice-rectrice, chère Denise, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, c'est un vrai plaisir de vous accueillir à cette journée thématique et de vous y souhaiter la plus cordiale bienvenue au nom du rectorat de la Haute École pédagogique Béjune. La conférence à laquelle nous aurons la chance d'assister ayant pour objet les droits de l'enfant en situation de handicap, il sied en préambule de rappeler que c'est en 1997 que la Suisse a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Ce texte essentiel et fondamental qui fait passer l'enfant d'objet de droit à sujet de droit avait été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. Il a pour conséquence première que tout enfant a le droit de s'exprimer sur ce qui le concerne. La société a, quant à elle, le devoir de l'entendre. On peut s'étonner, Mesdames, Messieurs, qu'il ait fallu attendre la fin du XXe siècle pour parvenir à une telle reconnaissance juridique, alors que dans ses 5 mémoires sur l'instruction publique, publiées en 1791, Condorcet voyait déjà en chaque enfant, je cite, un sujet rationnel de droit. Avec le soutien de la Confédération, le canton de Neuchâtel a décidé d'organiser cette année une campagne de sensibilisation aux droits de l'enfant. L'objectif visé consistait à mieux faire connaître le texte de la Convention et les droits qu'il énonce, notamment auprès des enfants, des jeunes, des adultes, des associations, des administrations.
Il n'était donc pas concevable que notre haute école, en tant qu'institution de formation de professionnels en charge de l'éducation et de la jeunesse, se tienne à l'écart de cette initiative qui constitue aussi une formidable occasion de mettre en valeur les actions éducatives en lien avec cette problématique. D'aucuns prétendent que cette convention souffre dans notre pays d'une mise en œuvre trop timide, disparate eu égard au fédéralisme empêchant une application uniforme des bonnes pratiques. Forte de son assise intercantonale et tricantonale, notre HEP peut donc, dans un tel contexte, jouer un rôle important au service de cette cause, notamment en veillant à ce que tous les enseignants de la communauté éducative de l'arc jurassien disposent en la matière d'un socle étendu de connaissances, de compétences et de culture. L'éducation aux droits de l'homme, aux droits de l'enfant en particulier, doit en effet trouver une place privilégiée dans l'enseignement. La connaissance des textes fondateurs, comme la Convention des droits de l'enfant, contribue à la construction progressive de la citoyenneté et à l'acquisition d'une culture humaniste à laquelle notre HEP se veut très attaché. Il importe que le personnel enseignant connaisse les droits de l'enfant, notamment parce qu'ils ne doivent pas être confondus avec le droit des familles ou des parents. Pour illustrer ce propos, je me permets de citer ici une anecdote en lien avec le milieu scolaire. Dans mes activités passées, j'ai assumé pendant plus de 15 ans le mandat de président d'une autorité tutélaire régionale, ce qu'on appelle aujourd'hui Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Outre les décisions importantes et parfois pénibles que j'ai été amené à prendre, il m'a fallu souvent expliquer aux parents que leurs droits ne recouvraient pas ceux de leur enfant. Je puis vous assurer que cette évidence ne va cependant pas toujours de soi. Une famille, pour prendre un exemple, une famille entendait profiter d'une structure scolarisée d'accueil extrafamilial, la dite école à journée continue, pour placer un enfant sur toute la durée d'ouverture de cette institution, ce qui fait que ce gamin aurait pu se retrouver confiné dans un cadre scolaire, 9 heures par jour, 5 jours sur 7, et une partie des vacances comprises. Je me souviens alors avoir dû rappeler aux parents, mais aussi au personnel bien intentionné de cette institution, que le droit pour un enfant d'aller à l'école ne doit aucunement occulter un autre droit, celui de jouer, celui d'avoir des loisirs, ce droit à l'insouciance, ce droit de rire et de rêver. Cette expérience passée m'a appris l'importance des droits de l'enfant en même temps qu'elle m'a ouvert les yeux sur le degré de méconnaissance qu'on peut en avoir, même dans les milieux supposés les mieux informés. La campagne initiée par le canton de Neuchâtel vise à combler certaines lacunes et à remédier à cette méconnaissance. Aux manifestations très riches et diverses mises sur pied dans ce cadre, notre HEP a tenu à s'associer en apportant sa contribution sous la forme du point d'orgue que constitue la conférence de M. Jean Zermatten. Celui qui fut président du Comité des droits de l'enfant de l'ONU jusqu'en 2013 nous fait l'honneur de sa présence ici à La Chaux-de-Fonds. Cette personnalité d'envergure partagera son expertise et ne manquera pas, sans doute, de nous rappeler que les enfants ont des droits et qu'il nous revient à nous tous de les faire respecter en tout temps et lieu, et particulièrement à l'école. En laissant à Madame la vice-rectrice l'honneur de présenter notre orateur, je tiens ici à lui adresser notre plus vive reconnaissance pour son soutien et sa disponibilité. Merci. En lien avec son intervention de tout à l'heure, permettez-moi d'ailleurs de saluer encore ici l'apport appréciable de la communauté du savoir de l'art jurassien franco-suisse, grâce à laquelle la conférence de M. Zermatten est diffusée, comme cela a été dit, en direct et de façon interactive cet après-midi sur Internet. Je tiens aussi à exprimer notre gratitude au Centre interfacultaire en droit de l'enfant de l'Université de Genève pour sa précieuse collaboration et plus particulièrement à Madame la professeure Zoé Moody et à Monsieur le professeur Frédéric Darbelay qui a rempli le rôle d'expert pour la revue Enjeux pédagogiques éditée par la HEP et dont le dernier numéro est essentiellement consacré aux droits de l'enfant. Je voudrais enfin remercier notre vice-rectrice, à l'initiative de laquelle notre HEP a décidé de s'associer à cette campagne de sensibilisation et de promotion. Nos remerciements chaleureux vont enfin à toutes celles et ceux qui se sont engagés
et qui ont contribué à l'organisation de la présente journée et des manifestations connexes. En conclusion, je souhaite à toutes et à tous la plus cordiale bienvenue en me réjouissant d'assister à cette conférence en votre agréable compagnie. Merci de votre attention. Permettez-moi de commencer cette présentation de M. Jean Zermatten par cette citation de Saint-Exupéry. « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver quelque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. » C'est ce principe que Jean Zermatten a appliqué tout au long de sa carrière, consacrée à la défense et à la promotion des droits de l'enfant. Né sous le soleil valaisan au siècle passé, il débute sa carrière à Fribourg, où il travaille et devient juge ad hoc du tribunal des mineurs. En 1980, il rejoint le Valais, où il est le premier président du tribunal des mineurs, poste qu'il occupera pendant 25 ans tout rond. Il est l'auteur de nombreuses publications en droit de l'enfant. Dans le domaine académique, il a lancé plusieurs formations en protection de l'enfant et a effectué de nombreuses missions à l'étranger, Chine, Myanmar, Pérou, Nicaragua, Sénégal, Burkina Faso et j'en passe. Il est aussi connu comme le fondateur, en 1995, de l'Institut international des droits de l'enfant, qui a son siège à Sion. Cette entité a grandement contribué à la promotion du texte de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et à la formation académique dans ce domaine dans plus de 20 pays. Pionnier internationalement reconnu pour son engagement en faveur de l'étude et de la mise en œuvre de la justice juvénile, Jean Zermatten est en 2005 le premier citoyen suisse élu au Comité des droits de l'enfant de l'ONU, organe qu'il présidera de 2011 à 2013. L'obtention de nombreux prix et distinctions sont venus récompenser le travail et l'engagement en faveur des droits de l'enfant de ce Sédunois au destin exceptionnel, auquel je me réjouis maintenant de pouvoir laisser la parole. Monsieur Jean Zermatten. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup à Monsieur le recteur et à Madame la vice-rectrice pour cette aimable présentation. Évidemment, ce qui a été dit fait penser un peu à un éloge funèbre quand on fait la liste des activités. Et parfois, je me demande où j'ai trouvé le temps de faire tout ça. Et on a cité un certain nombre de pays dans lesquels j'ai travaillé. En fait, j'ai travaillé dans 100 pays. Donc, il m'en reste encore 95 à visiter et à travailler. Donc, ce n'est pas tout à fait encore la fin. Et surtout, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais évidemment, il y a du travail à faire ailleurs. Et on pense toujours que les droits de l'enfant, c'est pour ailleurs. C'est pas pour nous, c'est pas pour ici, parce que tout ce qu'on fait est bien et tout ce qu'on fait mérite considération. Eh bien, malheureusement, il faut aussi faire ici, faire en Suisse, faire dans cette région. Et c'est un travail de fond, c'est un travail de sensibilisation, c'est un travail de prise de conscience, et c'est un travail qui doit amener à un changement de mentalité par rapport à l'enfant, par rapport à son statut et par rapport au fait qu'il est détenteur de droits. Parce que quand on dit droit de l'enfant, on n'a pas encore dit exactement ce que sont les droits de l'enfant et quelle influence ça a sur le statut de cet enfant et sur la reconnaissance
qui doit être faite par tous. Et je suis très heureux que les professionnels, c'est-à-dire ceux qui sont au contact des enfants, qui travaillent non pas pour les enfants, mais qui travaillent avec les enfants, puisque c'est ça que dit la Convention. Les professionnels, et notamment ceux de l'éducation, s'intéressent aux droits de l'enfant. Je suis très heureux aussi de l'initiative qui a été prise par le canton de Neuchâtel avec cette action 10 mois 10 droits, qui est une action non pas seulement qu'on fait le jour de la Journée internationale des droits de l'enfant, comme beaucoup de choses se font, mais qui est une action qui a duré et qui a eu une grande envergure et qui a surtout eu le soutien également des autorités politiques. Et ça, c'est extrêmement important que ce ne soit pas seulement les cercles intéressés, les associations, les fondations, ce qu'on appelle la société civile, qui s'intéresse aux droits de l'enfant, mais l'autorité politique, c'est-à-dire celle qui est chargée de mettre en application ces droits dans toutes les situations où on a des enfants. Je ne cacherai pas qu'un des publics les plus compliqués, les plus difficiles et les moins réceptifs, ce sont les professionnels de l'école. Je devrais être plus poli et vous dire que vous êtes les meilleurs, mais la plus grande difficulté que j'ai trouvée dans toutes les formations, c'est d'intéresser vraiment l'école primaire, l'école secondaire et l'université qui s'est mise, mais qui s'est actuellement mise, mais qui s'est mise tard, à considérer les droits de l'enfant comme une discipline qu'on pouvait enseigner. Et quand je reviens au niveau inférieur, et quand je vois le programme, le programme roman, voilà, celui-là, qui se réfère à la Convention, donc qui met dans les buts à atteindre le fait que la Convention est un instrument important et qu'il faudrait connaître, et que les destinataires de cet instrument, les enfants, devraient connaître, parce que pour exercer ces droits, il faudrait quand même les connaître, et la réalité de la place qu'ont les droits de l'enfant dans l'enseignement, il y a une grande discrépance. Donc, je pense que progressivement, on arrive également avec l'école à considérer que les droits de l'enfant sont quelque chose d'important et que les droits de l'enfant ne sont pas une rivalité qui est posée au maître. Comme à un moment donné, la Confédération, au moment où elle se posait la question de la ratification, quand je dis la Confédération, c'est évidemment les parlementaires fédéraux, se posaient la question, est-ce que reconnaître les droits de l'enfant, ce n'est pas affaiblir la place des adultes, notamment des parents? Et j'ai souvent eu l'impression que pour l'école, c'était la même chose. Est-ce que introduire les droits de l'enfant dans l'école, ce n'était pas réduire l'influence du maître, voire affaiblir son autorité? Évidemment que ce n'est pas le cas, évidemment que les droits de l'enfant sont une nouvelle approche du contrat social qui lie les hommes, les femmes et les enfants ont une place qui est une place d'être des personnes à part entière. Alors évidemment, je veux parler aujourd'hui d'une catégorie particulière d'enfants, ce sont les enfants qui sont en situation de handicap. Et comme on est sous l'égide d'une HEP, il était normal que je vous présente un plan de la présentation qui, évidemment, commencera par une introduction et se terminera par une conclusion. Donc jusque-là, je pense que je respecte les standards entre ces deux couches de pain. L'intérieur du sandwich est constitué par
de petits rappels, parce que ce que je vais dire n'est pas totalement nouveau et pas totalement étranger pour vous, mais ce sont des balises que je mets pour expliquer quels sont les droits des enfants qui se trouvent en situation de handicap. Donc il y a deux balises principales, c'est la Convention des droits de l'enfant relative, la Convention des droits de l'enfant relative aux droits de l'enfant, et la Convention sur les droits des personnes handicapées. Ça, c'est les deux piliers. Évidemment, il y a un certain nombre de textes annexes, on en verra quelques-uns. Et puis, je ferai une petite intrusion dans l'école avec quelques considérations sur l'éducation inclusive qui est évidemment importante. Je terminerai avant la conclusion pour vous dire quelle est la situation de la Suisse, non pas vue de mon point de vue, parce que ça me serait difficile dans ce domaine d'être très précis, mais vue à travers les lentilles ou les jumelles des organes de traité, c'est-à-dire des organes des Nations Unies qui examinent si les États appliquent les conventions qu'ils signent. Et là, on a deux organes de traité, évidemment le Comité des droits de l'enfant pour ce qui concerne la Convention. Le Comité sur les droits des personnes handicapées n'a pas encore examiné le rapport de la Suisse, mais on a également un autre mécanisme qui est l'examen périodique universel, qui examine aussi si la Suisse est un élève zélé, s'il fait ses devoirs, et qui lui met des notes, pas des notes chiffrées, mais des notes sous forme de préoccupation et sous forme de recommandation. Alors, je vais tout d'abord juste vous faire quelques remarques préliminaires pour que vous sachiez bien ce que je veux dire. La première observation, c'est que je parle non pas d'enfants handicapés, je vais utiliser évidemment cette expression, mais j'aimerais parler d'enfants en situation, au pluriel, de handicap, et je mets même un S également, handicap, pas systématiquement, mais je pense que de temps en temps, il faut mettre malheureusement un S en situation, et surtout handicap. Quand je dis malheureusement, ça touche le S de handicap. Parce que dans la réalité, quand on parle d'enfants en situation de handicap, on parle d'un groupe très hétérogène. Il y a une différence entre les enfants ayant des handicaps physiques, sensoriels et psychiques, et il y a des différences au sein de chaque handicap, comme par exemple le handicap psychique. Tout le monde est d'accord pour dire que la surdité, par exemple, n'a rien à voir avec la trisomie ou la paralysie cérébrale. Pour autant, il est clair qu'un enfant avec handicap est différent d'un enfant sans handicap, mais un enfant avec handicap est tout aussi différent d'un autre enfant avec un autre handicap. La deuxième observation, c'est une observation chiffrée. On estime dans le monde qu'il y a entre 500 et 650 millions de personnes en situation de handicap. Sur ce total, quelques 150 millions sont des enfants, juste pour qu'on ait une impression chiffrée. La troisième observation est que je suis un juriste et que, par conséquent, mon intervention a une touche juridique, elle est descriptive, elle cherche à vous informer sur le cadre normatif et elle n'est pas forcément critique, même si, à la fin, par rapport à la situation suisse, j'apporterai quelques éléments critiques, mais qui ne sont pas les miens, qui sont ceux de la société civile. Dans le temps
avant 1989. Parce que pour moi, le temps, c'est avant 1989 et après 1989. Avant 1989, on ne parle pas, dans les normes internationales, des enfants handicapés. Même la déclaration de 1975 sur les droits des personnes handicapées ne fait aucune référence aux enfants lorsqu'elle définit la notion de personne en situation de handicap. Elle dit « toute personne dans l'incapacité d'assurer par elle-même tout ou partie des nécessités d'une vie individuelle ou sociale normale du fait d'une déficience, congénitale ou non, de ses capacités physiques ou mentales ». Donc c'est toute personne, évidemment, dans ce toute personne, il y a aussi des enfants, mais pas de mention spécifique aux enfants. Et on arrive en 1989 parce que 1989 est le premier traité international qui offre une protection juridique aux enfants handicapés. On verra tout à l'heure dans le détail avec ces deux articles qui sont les articles 2 et 23. Je rappelle, et le recteur l'a dit également, en 1989, on a une lame de fond, ce que j'appelle une disruption, puisqu'on reconnaît que l'enfant est une personne et qu'il est un sujet de droit, alors que jusqu'alors, il était considéré uniquement comme un destinataire de protection et en matière de handicap comme destinataire de prestations. Et surtout, il a aussi cité une anecdote qui montre bien que l'enfant était considéré comme une chose, comme un bien précieux, comme un objet d'attention, mais pas du tout comme une personne à part entière. Alors, actuellement, donc à 1989, on a ce premier texte, et puis en 2006, on a une convention qui est la Convention sur les droits des personnes handicapées. Et maintenant, je vais examiner l'une après l'autre ces deux conventions. Je vous mets des petites images, comme ça vous permet de respirer, et moi de même. Donc, le premier texte et le premier pilier, c'est donc la Convention des droits de l'enfant, qui s'abrévie CDE et non pas CIDE. Il n'y a pas de mot international dans cette convention. Son intitulé est la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. CDE, quand vous verrez CDE, ça veut dire ça. Dans la Convention, on a deux articles qui citent explicitement les enfants handicapés. Le premier, c'est l'article 2. L'article 2 est considéré comme un principe général de la Convention, mais c'est l'article qui traite de l'interdiction de la discrimination. Mais, évidemment, quand on parle des droits des enfants, qu'ils soient des enfants handicapés, qu'ils soient des enfants migrants, qu'ils soient des enfants écoliers, qu'ils soient des enfants sportifs, qu'ils soient des enfants, on parle évidemment d'articles spécifiques, mais on parle également de principes généraux. La Convention est basée sur 4 principes généraux. Un, c'est ce fameux article 2 sur la non-discrimination, mais vous avez l'article 3, paragraphe 1, qui est très connu de vous tous, qui est le droit de l'enfant à voir son intérêt supérieur être pris en compte. L'article 6, qui est le droit à la vie, survie et surtout à un développement harmonieux, qui est en fait l'objectif final de la Convention, c'est d'assurer le développement harmonieux de chaque enfant.
et l'autre article, le fameux article 12, qui est le droit de chaque enfant de s'exprimer et de voir sa parole être prise en compte de manière particulière. Donc ces 4 articles sont le bloc qui font que chaque fois qu'on parle d'une situation, on doit se poser la question, et quand on parle des enfants handicapés, on va se poser la question. La première, c'est la non-discrimination. Est-ce que cet enfant est discriminé ou non? Et là, on est dans une situation souvent, évidemment, de discrimination. Mais après, on doit se poser la question de est-ce qu'on a entendu cet enfant avant de prendre une décision? Est-ce qu'on a évalué sa situation pour voir quel était son intérêt et comment on va assurer son meilleur développement? Donc l'article 2, c'est ici à la fois un principe général et à la fois une disposition qui doit garantir que tous les droits de l'enfant soient assurés à tous les enfants sans discrimination. Et dans les critères de discrimination, on mentionne évidemment la situation du handicap. Et on considère que le handicap est ou définit un des groupes les plus vulnérables à la discrimination. Et le Comité des droits de l'enfant, qui est le comité qui examine l'application par les États de la Convention, reprend régulièrement la question du handicap comme un cas de discrimination, et dans ses observations finales que le comité fait aux États parties, souvent mentionne la situation du handicap et demande aux États, je vous ai dit, on note les États par les préoccupations, c'est-à-dire on considère que beaucoup d'États discriminent les enfants en situation de handicap, et donc on va faire des recommandations et on va recommander aux États d'inclure ou dans leur constitution, donc c'est-à-dire dans le texte le plus haut au niveau juridique d'un État, ou dans leur loi, d'inclure l'interdiction spécifique de la discrimination fondée sur le handicap, notamment dans ces lois, mais également dans les dispositions concrètes d'application. Et quand je vous parle de la Convention, je vous parle de la Convention comme d'un instrument qui concerne évidemment la Suisse, 20 ans de ratification, mais qui concerne 195 États sur la planète Terre, c'est-à-dire que c'est un instrument universel. Ce n'est pas seulement pour quelques États du Nord et pas pour les États du Sud. C'est pour tous les États de la planète Terre, sauf celui que vous voyez mentionné et qui n'a pas encore ratifié la Convention. Alors ça, c'est l'article 2, mais l'autre article, qui est l'article spécifique, qui traite de la situation des droits subjectifs des enfants qui se trouvent en situation de handicap, c'est l'article 23 de cette Convention, et qui précise dans son alinéa 1 que tous les enfants, mentalement ou physiquement handicapés, ont le droit de vivre une vie pleine et décente dans les conditions qui assurent leur dignité. Et ça, c'est un mot qui est le mot le plus important, puisque c'est la reconnaissance de l'enfant personne et personne digne. Et les enfants en situation de handicap sont des personnes à part entière qui méritent le respect et qui doivent être considérés comme dignes. Et également, dans l'article 23, on demande de favoriser l'autonomie de l'enfant et faciliter leur participation active dans la vie de la collectivité. C'est évidemment l'enfant acteur et non pas l'enfant seulement destinataire ou bénéficiaire. Il peut prendre part aux décisions qui le concernent. Il peut avoir une influence, lui, sur son futur.
Et il doit participer, parce que c'est lui qui connaît le mieux sa situation. Il la connaît beaucoup mieux que nous tous. Le message clé de ce paragraphe 1 est « Les enfants handicapés devraient être intégrés dans la société ». Je reviens plus tard sur les termes intégration et inclusion. Si on pense à l'éducation, qui apparaît dans l'article 28 de la Convention, on verra qu'elle est consacrée au droit à l'éducation et qui donne un excellent exemple de cette intégration versus inclusion des enfants handicapés. Et évidemment, cet exemple, je le prends aujourd'hui, puisque aujourd'hui on a un public qui est lié à l'éducation, mais si vous lisez les observations finales du comité, vous verrez que très souvent, dans les recommandations sur l'éducation, et pas sur les enfants handicapés, mais sur l'éducation, vous trouverez cette préoccupation. Je donne juste ici, et je reviens plus tard sur l'inclusion, mais puisqu'on parle du droit à l'éducation, juste ici quelques mots. Le comité recommande instamment aux États parties, les États parties, c'est-à-dire les États qui se sont engagés dans la Convention, donc c'est 195 États, d'assurer une éducation inclusive. Et ça vient de travaux du comité qui se sont passés en 1997 et qui ont établi que l'inclusion des enfants handicapés était un droit et non un privilège. Et souvent, quand on discute avec des représentants de l'éducation, on a vraiment l'impression que quand on a fait des démarches en vue de l'éducation inclusive, c'était vraiment un grand mouvement de bienveillance. Et c'était vraiment un cadeau qu'on faisait. Mais ce n'est pas un cadeau, c'est un droit. Et il faut reconnaître toujours cette position de l'enfant qui est créancier de droit envers l'État qui, lui, est débiteur, qui doit faire. Et le comité dit qu'il ne s'agit pas d'une question d'intégration impliquant que l'enfant doit changer afin de s'adapter à l'environnement scolaire, mais d'un processus d'inclusion pour lequel c'est l'environnement scolaire qui s'étend pour accueillir chaque enfant. Je reviens tout à l'heure un petit peu là-dessus, notamment avec les travaux de l'UNESCO et la déclaration de Salamanque. Dans l'article 23, on a 3 autres paragraphes et 3 autres reconnaissances de droits subjectifs pour les enfants en situation de handicap. La première, c'est de, vu leurs besoins spéciaux, vous savez que souvent on ne parle pas d'enfants en situation de handicap ou handicapés, mais avec des besoins spéciaux. Donc l'alinéa 2 reconnaît que des enfants handicapés doivent bénéficier de soins spéciaux et que ces soins doivent être évidemment adaptés à l'état non seulement de l'enfant, mais aussi à la situation de ses parents, même si l'enfant est un individu, une personne avec des droits propres, il n'en reste pas moins l'enfant d'une famille, l'enfant d'une communauté et l'enfant d'un État. Donc, on doit prendre en considération ses besoins propres, mais aussi les besoins de ceux qui en ont la charge. Le troisième alinéa parle des coûts de ces soins spéciaux et de l'obligation des États d'assurer à ces enfants que leurs parents, que eux-mêmes et que leurs parents reçoivent l'aide nécessaire pour pouvoir assurer ces soins spéciaux. Et l'article 4 stipule que les États doivent veiller
notamment, et ça concerne beaucoup la Suisse, que les États qui ont des actions qui sortent de leur juridiction, donc de leur territoire, aient aussi, dans l'aide multi- ou bilatérale, on pense ici notamment à la direction de la coopération et du développement suisse, accordent une attention particulière aux enfants en situation de handicap. Et ce n'est pas seulement un vœu qui est émis comme ça en disant « oui, quand vous avez des programmes de coopération, pensez ». Non, c'est une obligation qui est fixée dans cet article 23, paragraphe 4. Le Comité des droits de l'enfant a l'habitude, pour les situations particulières qui sont peu claires, complexes ou qui doivent être explicitées, de publier des commentaires généraux. General comment en anglais, observation générale en français. J'aurais préféré que ça s'appelle commentaire général, mais bon, ça s'appelle observation générale. Respectons la nomenclature. Et le comité, en 2007, a publié un commentaire général numéro 9 sur les droits des enfants en situation de handicap. Ce sont des indications, des règles de conduite et des explications qui sont données aux États. Comme dans la Convention, on vient de le voir, on a 2 articles, la non-discrimination et l'article 23, qui établit des principes généraux. Avec le commentaire général, on va dans le détail et on explique. Et évidemment que ce qui est expliqué devient pour les États des règles à respecter, notamment pour les faire légiférer, pour les faire respecter et appliquer la Convention. Le message que donne, c'est un document évidemment qui serait bon de lire pour ceux qui s'intéressent, mais que je ne peux que résumer ici parce qu'il fait une vingtaine de pages et qui va dans les détails. Le message principal, c'est que il y a un domaine particulier sur lequel il faut prendre ou sur lequel il faut veiller. En plus, évidemment, d'assurer tous les droits à tous les enfants, il faut veiller. On a dit tout à l'heure, groupe vulnérable à la discrimination, mais groupe vulnérable, les enfants en situation de handicap, contre, ou protégés contre les abus. Alors, les abus, c'est toute forme d'abus. C'est évidemment les abus psychiques, les abus physiques, les abus sexuels et la violence. Et on s'aperçoit que malheureusement, dans l'environnement de l'enfant, on a des lieux qui sont très sensibles. D'abord, on a un problème qui est un problème culturel, c'est que souvent, les familles considèrent les enfants en situation de handicap comme un poids très lourd. Longtemps, on l'a considéré comme une honte importante, mais surtout comme un poids très lourd, et est née ou est apparue la tendance fâcheuse de placer ces enfants en institution. Or, c'est dans les homes et institutions que, malheureusement, très souvent, la violence se déroule et on est devenu sensible dans notre pays, mais dans d'autres, au placement, aux lieux de placement et à ce qui s'est passé dans ces lieux de placement. Et malheureusement, souvent, ce sont les enfants handicapés également qui ont été victimes de cette violence, avec très souvent, maintenant un peu moins, mais l'absence de contrôle de ce qu'on appelle d'intervention de l'autorité dans ces lieux de placement, donc une exposition très grande de ces enfants
sur le plan des abus. Je ne veux pas dire systématique et continuel, même si je l'ai écrit, mais avec le risque d'abus, et il y en a eu beaucoup. Donc dès lors, le comité recommande aux États parties de ne placer les enfants qu'en ultime recours, c'est-à-dire quand on n'a pas d'autres moyens de le faire. C'est intéressant, on va voir tout à l'heure qu'on a plus tard une convention sur le droit des personnes handicapées, que l'article 23 de cette convention va reprendre cette position en demandant que les enfants ne soient séparés des parents qu'en dernier recours et que le handicap ne puisse pas constituer une raison du placement. Dans ce commentaire général, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dedans, on parle évidemment des besoins de prévention du handicap, notamment dans la nécessité d'offrir le droit à la santé et aux services médicaux très tôt, la nécessité des soins à la petite enfance qui ont une importance particulière puisque souvent c'est là que le handicap peut être repéré et qu'on peut intervenir très tôt. On parle aussi évidemment du lien qui est très important entre le handicap et la pauvreté, thème qui va être pris par la Convention sur les droits des personnes handicapées. Je vais passer sur les causes du handicap et les facteurs qui provoquent notamment un thème particulier, mais qui nous emmènerait un peu plus loin. Et je pense qu'on n'a pas le temps, mais c'est la question évidemment des enfants qui sont impliqués dans des conflits armés, la question des risques des mines, et on pourrait aujourd'hui parler des problèmes notamment de la radicalisation et du terrorisme qui laisse quand même un certain nombre d'enfants en situation de handicap. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'après 89 et après le commentaire général, ou en parallèle avec le commentaire général numéro 9, on a un certain nombre de textes. Alors si jusqu'en 89 on n'avait presque rien, après on a un certain nombre de textes qui sont intervenus, dont les règles pour l'égalisation des chances des handicapés, les principes directeurs de Tallinn pour la mise en valeur des connaissances humaines dans le domaine, on parle encore à ce moment-là de l'invalidité. Et ce qui est important, c'est en 2001, donc vous voyez que ce n'est pas vieux 2001, c'est l'Assemblée UNGAS, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies, qui constitue un comité ad hoc, et je lis, qui aura pour tâche d'examiner des propositions en vue d'élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits de la dignité des personnes handicapées. C'est la première pierre de ce qui va devenir la Convention sur les droits des personnes handicapées. Important aussi que le comité CSCR, c'est le comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, publie lui aussi une observation générale en 1994 sur les personnes souffrant de handicap et mentionne les enfants, notamment les enfants qui sont exposés à l'exploitation, au service et à l'abandon parce qu'ils sont handicapés. Donc on pointe déjà le fait que ces enfants sont exposés à l'exploitation et service et à l'abandon. En 2000 et 2002, le rapporteur spécial sur les droits de l'homme et du handicap, c'est dans le domaine des Nations Unies et des droits humains, on a les comités, mais on a aussi des personnes qui sont des rapporteurs spéciaux
ou spéciales, parce qu'il y a heureusement beaucoup de dames aussi qui font ça, sur des thématiques particulières et qui examinent la situation. Et ici, on a un rapporteur spécial sur le handicap qui, dans son rapport sur la période 2000-2002, a développé 2 chapitres très importants sur les enfants handicapés vivant dans leur famille et les enfants handicapés exposés au risque de violence et d'abus. Donc vous voyez, c'est un peu une obsession et un travail qui se fait non seulement pour les personnes handicapées, mais qui vise particulièrement les enfants, lié toujours à la question très importante de l'institutionnalisation des abus, de la violence et de l'exploitation. Et puis, alors, c'est important de mentionner évidemment l'adoption de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ce sera mon prochain chapitre, qui entre en force en 2008, parce qu'elle a été ratifiée par 20 États, et que la Suisse a ratifié lentement, et on ne sait pas pourquoi si lentement d'ailleurs, en 2014. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette convention qui concerne les enfants? La convention, d'abord, d'une manière générale, est la célébration de la diversité et de la dignité humaine, et qui affirme que les personnes handicapées, donc toutes les personnes handicapées, sont fondées à jouir de la totalité des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans discrimination. Donc ça, c'est le principe général, et elle encourage, et ça c'est vraiment intéressant évidemment pour les droits de l'enfant, elle encourage la participation pleine et entière des personnes handicapées, évidemment également des enfants, puisqu'on a vu que la participation était un des principes généraux de la Convention. Il est évident qu'elle doit lutter, cette Convention, contre surtout les habitudes et les comportements qui sont fondés sur les idées stéréotypées, sur les préjugés, sur les pratiques préjudiciables et sur les stigmatisations de ces personnes. La Convention, ça ne figure pas là-dessus, mais est doublée d'un protocole facultatif qui permet aux personnes handicapées qui s'estiment victimes de violations de leurs droits de déposer des plaintes devant le Comité sur les droits des personnes handicapées. La Suisse n'a pas ratifié ce protocole. Ça veut dire qu'on ne peut pas, en Suisse, prendre appui sur ce protocole facultatif à cette convention pour se plaindre d'une violation des droits. La Suisse, on verra, a ratifié un autre protocole qui permettra, par contre, de le faire. Alors, par rapport aux enfants, c'est ce qui nous intéresse, on a un article 7 qui est un article spécifique qui a pour but de garantir aux enfants en situation de handicap la pleine jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés, comme pour les adultes, qui établit le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant comme une considération primordiale dans toutes les décisions qui doivent être prises pour ces enfants, qui garantit à l'enfant handicapé le droit d'exprimer librement son opinion et, on va plus loin, de lui fournir une aide pour le faire si son handicap lui poserait un problème pour la jouissance de ce droit. On est donc, si vous voulez, dans une situation beaucoup plus explicite que dans la Convention. Dans la Convention, on dit « les enfants ont des droits », on dit d'autres choses, l'aide spéciale, les besoins, etc. Mais on renvoie aux principes généraux pour la question de l'intérêt supérieur et pour la question de la participation. Tandis qu'ici, dans l'article 7, on va de manière explicite reconnaître à l'enfant ses droits. On a alors encore un certain nombre d'articles qui touchent directement les enfants. L'article 3
que j'ai indiqué comme dignité, autonomie, non-discrimination, respect de la différence, égalité des chances et accessibilité, ce sont les principes de cette Convention sur les droits des personnes handicapées qui mettent des mots sur des droits subjectifs reconnus aux enfants pour les États qui ont ratifié cette Convention. L'article 4 prescrit la consultation des personnes handicapées, y compris celle des enfants handicapés. L'article 16 exige la prise de mesures spécifiques pour protéger les enfants contre toute forme d'exploitation. Donc on revient avec cette préoccupation générale des enfants, de la protection des enfants contre la violence. L'article 24 qui consacre le droit à l'éducation établit que l'éducation, on revient à l'éducation inclusive à tous les niveaux, et le fait que les enfants handicapés ne doivent pas être exclus de l'enseignement général, puisqu'on vise leur plein épanouissement. Et l'article 26 traite de l'adaptation et la réadaptation des services et des programmes, etc. Alors, quels sont... voilà, ici, j'ai les autres articles que j'ai cités. Alors, quels sont les liens entre ces deux conventions? Puisque je vous ai dit que la Convention des droits de l'enfant protège déjà les enfants handicapés, et la nouvelle Convention sur les droits des personnes handicapées, qui parle de handicap pour toutes les personnes, mais quelques articles spécifiques pour les enfants, est-ce qu'on a ici un problème d'application, et est-ce que si on applique l'un, on ne peut pas appliquer l'autre, et est-ce que, comme la Convention sur les droits des personnes handicapées est postérieure à la Convention des droits de l'enfant, 1989-2006, est-ce qu'on a là un problème? Alors en fait, on n'a pas de problème du tout, on a plutôt une complémentarité entre ces deux instruments. Je dis que la Convention des droits de l'enfant a besoin de la Convention des droits des personnes handicapées, puisque cette convention est plus spécifique. Donc, si on veut appliquer des droits plus spécifiques, on va se référer à ces deux conventions. Et la Convention des droits des personnes handicapées peut s'appuyer sur la Convention des droits de l'enfant, qui, elle, a un objectif beaucoup plus holistique, donc qui ne s'occupe pas que du handicap, mais qui s'occupe de tous les autres droits de l'enfant. Par exemple, quand on parlera d'accès à la santé, on va chercher la Convention des droits des personnes handicapées, article 7, et on va chercher l'article 24 sur le droit à la santé dans la Convention des droits de l'enfant. Donc on a une complémentarité et une interaction entre ces deux conventions, et ce serait dommage de ne pas comprendre que ces deux peuvent travailler ensemble et qu'en fait, elles ont besoin l'une de l'autre. C'est ce que j'explique ici. Il n'y a pas d'opposition, mais surtout une complémentarité. Et mon vœu est évidemment que ceux qui s'occupent de ces deux conventions, le Comité des droits de l'enfant et le Comité sur les droits des personnes handicapées, puissent travailler ensemble, puissent vérifier ensemble comment les États appliquent les deux textes par rapport aux personnes, respectivement enfants, en situation de handicap, et puissent même publier des observations générales, voire faire des observations spécifiques pour les États au titre des deux conventions. Respirons. Je vous ai dit que je revenais un petit peu sur l'éducation inclusive, puisqu'on est dans un panel de personnes qui sont intéressées particulièrement à l'éducation, et que la question de l'éducation inclusive est
aussi un élément qui revient régulièrement dans les observations, notamment du Comité des droits de l'enfant. Donc on est passé, si je fais vraiment un survol historique, de l'enfant handicapé qui est un enfant caché et ignoré, c'était, je l'ai dit souvent, l'enfant de la honte. Dans mon canton, quand un enfant était handicapé, il ne sortait pas de la maison et on le cachait. Et personne même savait, sauf que parfois on les entendait crier, pleurer, etc. Donc c'était vraiment les enfants de la honte. Ensuite, on a eu la théorie médicale du soin. Il faut soigner ces enfants, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de nos jours continuer à les soigner, mais on avait pour la prise en charge des enfants un modèle médical, alors qu'on a ensuite passé vers la question de l'intégration. Et selon la Convention et selon d'autres textes, notamment la Déclaration de Salamanque, on est dans le paradigme, si j'ose dire, ou en tout cas dans le principe, la perspective, l'approche inclusive. Donc l'approche inclusive, et là j'emprunte à mon collègue membre du comité, M. Cardona, qui est un expert en matière de handicap, ce que je vais lire. L'éducation inclusive fait référence à la nécessité de créer des environnements éducatifs propres à intégrer efficacement dans le système général des élèves qui ont traditionnellement été exclus de ce dernier. Plus que de traiter de la manière d'intégrer ces élèves dans l'éducation ordinaire, l'éducation inclusive suppose une approche dédiée à transformer les systèmes éducatifs et les environnements liés à l'apprentissage pour qu'ils puissent offrir une réponse adéquate à la diversité des étudiants. Entre l'intégration et l'inclusion, il y a un changement très important. L'intégration peut s'entendre comme l'adaptation des enfants différents à l'école en les intégrant avec un système d'assimilation, d'uniformité et perte des différences, alors que selon la perspective de l'inclusion, c'est l'école qui doit s'adapter à la diversité des élèves. Les différences et diversités doivent non seulement être tolérées, mais aussi respectées, valorisées, accueillies et célébrées. Prise plus comme une chance d'apprendre que comme un problème. Les États membres de l'UNESCO en 2005 à Salamanque, c'est la fameuse déclaration de Salamanque, n'ont pas dit autre chose. Je lis: l'éducation inclusive suppose la transformation et la modification des contenus, des approches, des structures, des stratégies, avec une vision commune qui englobe tous les enfants de la tranche d'âge concernée et la conviction qu'il est de la responsabilité du système éducatif d'éduquer tous les enfants. L'inclusion s'attache à identifier et à lever les obstacles. La Convention relative aux droits des personnes handicapées va reprendre cette question de l'inclusion dans son article 24. Je ne vais pas aller ici dans le détail, mais regardez si ça vous intéresse. L'article 24, c'est possible que l'inclusion fasse peur. Alors, je termine maintenant avec un petit regard sur la situation en Suisse et par rapport aux normes internationales. Donc, comme on a deux conventions qui fixent les normes pour les enfants en situation de handicap, on a évidemment un contrôle par les organes, ce qu'on appelle les organes de traité, pour savoir si les États appliquent, respectent et mettent en œuvre les obligations qu'ils ont contractées à l'égard des enfants.
Donc on a le comité des droits de l'enfant qui fait ce travail, c'est-à-dire qu'il examine sur les 195 États partis à cette convention comment ils appliquent ces droits. Et puis on devrait avoir évidemment le comité sur les droits des personnes handicapées qui fait de même. Malheureusement, comme la Suisse a ratifié tardivement cette convention en 2014 et l'a préparé son rapport pour ce comité, mais ce comité n'a pas encore examiné la situation de la Suisse, donc ça m'est difficile évidemment de vous dire ce que ce comité dira. Je peux deviner quelques points, mais évidemment c'est lui qui dira. Par contre, j'ai parlé également du Conseil des droits de l'homme qui, chaque année, pas chaque année, à intervalles réguliers, examen périodique universel, examine la situation. Et ça, c'est le Conseil des droits de l'homme, c'est une organisation plus politique que les comités, qui sont des comités plutôt techniques. Donc, si je commence par le Comité des droits de l'enfant, si je commence par le Comité des droits de l'enfant, là j'ai déjà sauté, alors je n'ai pas fait vraiment des slides très élaborés là-dessus parce que c'est surtout des citations de ces textes, mais je vais essayer de vous dire le contenu principal. Donc, le Comité des droits de l'enfant a examiné 2 fois la Suisse, une fois en 2002 et une fois en 2005, et il a, en 2002, estimé que sur la question des enfants handicapés, la Suisse n'avait pas de statistiques, n'avait pas des pratiques très uniformes, question du fédéralisme, donc les pratiques divergent et même des fois sont inégales d'un canton à l'autre, notamment dans le système éducatif ordinaire, et le comité avait une préoccupation sur la distinction qui est faite entre les enfants qui naissent handicapés et les enfants qui deviennent handicapés sur un point particulier, les soins à domicile. Donc le comité a fait des recommandations sur ces points. C'est un peu ancien, c'est 2002. En 2015, donc il n'y a pas si longtemps, le comité a réexaminé la situation de la Suisse, qui doit périodiquement livrer ses rapports. Là, il avait à peu près 10 ans de retard, notre bon pays qui pense que tout va bien. Et par rapport aux handicapés, le comité s'est félicité en 2015 de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, l'adaptation de l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, mais il s'est dit préoccupé par absence de données, comme on l'avait déjà dit en 2002, inclusion insuffisante des enfants dans le système éducatif ordinaire dans tous les cantons, manque de ressources humaines et financières allouées en vue d'assurer le fonctionnement adéquat d'un système éducatif inclusif dans la pratique. Donc, un point très clair sur l'inclusion. Le manque de structures d'éducation et de prise en charge de la petite enfance et de possibilités de formation des professionnels. Un grand chapitre sur les enfants souffrant de troubles du spectre autistique. Je n'entre pas dans les détails, c'est un peu plus technique. Et enfin, le manque d'informations sur les mesures qui sont prises pour prévenir le placement d'enfants handicapés. Donc cette idée qu'on ne doit pas placer les enfants quand ce n'est pas nécessaire, et notamment le renvoi dans les services psychiatriques, et pour que ces enfants ne soient pas arbitrairement privés de leur droit de recevoir la visite de leurs parents. Donc on fait ensuite des recommandations qui sont liées à ces points, notamment la Suisse est prise d'intensifier ses efforts, enfin doit intensifier ses efforts pour établir un système éducatif inclusif dans l'ensemble de l'État, sans discrimination, notamment en allouant les ressources nécessaires, etc., de promouvoir l'inclusion de préférence à l'intégration. Vous pouvez trouver toutes ces préoccupations et recommandations sur les rapports
du Comité des droits de l'enfant qui sont publics sur le site de ce comité. Vous allez sur Observation finale pour la Suisse et vous avez tout. Dans l'examen périodique universel, la Suisse a été examinée plusieurs fois. En 2012, tout le monde lui a demandé de ratifier la Convention sur les personnes handicapées, ce qu'elle a fait depuis lors. Et puis, il y a eu un examen la semaine dernière de la Suisse, de nouveau devant le Conseil des droits de l'homme. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir accès aux recommandations. C'est vendredi dernier que la Suisse a passé. Il y avait probablement quelque chose sur les personnes handicapées. Il faudra aller voir. La Suisse, dans son rapport, s'était félicitée, notamment de son projet de développement continu de l'assurance invalidité, les nouvelles mesures destinées à prévenir l'invalidité et renforcer la réadaptation des enfants. Dans le comité des droits des personnes handicapées, comme je vous ai dit, on n'a pas encore de préoccupations et de recommandations, mais ce qui vous intéresse certainement, c'est de savoir que dans le rapport qu'elle a fourni, la Suisse a dit que d'une manière générale, la situation était bonne. Les enfants handicapés sont inclus dans la politique suisse de l'enfance et de la jeunesse. Le Code civil consacre le devoir des parents de donner à l'enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficience physique et mentale, une formation générale et professionnelle, et qu'on ne distingue pas en droit civil un enfant handicapé ou un enfant non handicapé, et qu'on grâce à l'AI, on favorise leur intégration. Alors ça, c'est le rapport lénifiant de l'État, mais comme vous savez, il faut toujours entendre dans toutes les affaires, toutes les parties. Et je conclurai en vous donnant, pas in extenso, mais en vous livrant quelques éléments du rapport alternatif de l'ONG Inclusion Handicap Suisse, qui date de mai 2017. Alors, ce rapport, pour ce qui concerne les enfants handicapés, parce que ce rapport touche toutes les personnes en situation de handicap, mais pour les enfants handicapés, il dit ceci, je résume, je ne vous lis pas, l'échelon national ou supranational, il n'existe pas de politique de mise en œuvre des droits des personnes handicapées, ni de véritable politique en faveur des droits des enfants handicapés. Donc exactement le contre-pied de ce que dit le rapport officiel. En d'autres termes, les filles et les garçons en situation de handicap ne sont pas pris en compte dans les stratégies globales et sont gravement affectés par les notables différences existant entre les cantons s'agissant de la mise en œuvre des droits de l'enfant. Plus loin, la capacité de discernement, capacité civile, passive et la protection juridique de certains handicapés sont limitées, ce qui les prive de leur possibilité de faire valoir les mêmes droits aux mêmes conditions que les autres enfants. La participation générale des enfants et des adolescents handicapés au processus politique, aux activités scolaires et aux institutions n'est pas systématiquement garantie. En matière de procédure de divorce et de protection de l'enfant, très peu d'enfants sont entendus et il manque de spécialistes formés. Au niveau préscolaire, accueil collectif de jour, jardin d'enfants, l'inclusion des enfants handicapés n'est pas systématique. Les élèves handicapés d'une école spécialisée ne bénéficient pas d'un supplément pour soins intenses et les familles souffrent d'une absence de financement des moyens auxiliaires. Point suivant, le dépistage précoce et des mesures de développement chez les enfants handicapés est lacunaire, manque de places disponibles, de spécialistes et d'organismes spécialisés. Déficit d'information des parents et de longs délais d'attente pour les examens spécialisés, puis pour commencer la thérapie. Un point sur la Ritaline, où on attend toujours des mesures de surveillance et d'assurance qualité des thérapies appliquées. Centralisation des établissements qui oblige les familles à faire de longs trajets. Données relatives à la violence à l'encontre des enfants handicapés n'ont
n'ont été récoltés que pour la victimisation sexuelle d'écoliers de 15 ans présentant un handicap corporel. Lacune dans la formation professionnelle. Donc, on est avec ce rapport alternatif, alors je ne dis pas que tout ce qu'il y a dans ce rapport alternatif est parole d'évangile, mais on se rend compte qu'il y a entre la position officielle gouvernementale et l'ONG qui est présente dans le terrain un certain nombre de divergences, et que si on lit attentivement les rapports et les observations du Comité des droits de l'enfant, on s'aperçoit qu'une partie de ces problèmes ont déjà été pointés par cette organisation. Donc, j'arrive au terme de mon exposé. Je voudrais juste terminer en disant, depuis 1989, on a évidemment fait de grands progrès, puisqu'on a deux piliers que sont les deux conventions des droits de l'enfant et des droits des personnes handicapées, qu'on a également avec le commentaire général et avec un certain nombre d'autres instruments qui ont été développés, notamment appuyés très sensiblement sur la nécessité d'avoir une éducation inclusive et expliquer ce que c'était cette éducation inclusive qui n'est pas tout à fait l'intégration, et que c'est aussi un point important que j'ai écrit là avec le mot OPIC. La Suisse a ratifié en 2017, donc en mai 2017, l'OPIC, c'est le protocole facultatif à la Convention à la Convention des droits de l'enfant qui permet aux enfants victimes de violations de leurs droits de se plaindre de cette violation auprès du Comité des droits de l'enfant à Genève. Donc on a donné à ces droits de l'enfant non plus seulement une valeur déclarative ou une valeur de recommandation, mais une réelle effectivité. Et il y a fort à parier que des enfants en situation de handicap dont on n'aurait pas respecté les droits, tels que ceux qui ont été énumérés, pour lesquels la Confédération qui est, et non les cantons, c'est la Confédération qui s'est engagée, pour laquelle la Confédération n'aurait pas pris les mesures de respect, de protection et d'application. Et enfin, le dernier point, c'est vrai que tout ça c'est bien joli, et ça marche très bien, pour autant que tous, nous tous, adultes, parents, professionnels, soyons d'accord que l'enfant n'est pas une chose, n'est pas notre bien, ne peut pas être vendu, ne peut pas être prêté, ne peut pas être prostitué, mais est une personne à part entière. Monsieur Zuber a pensé que j'allais vous demander de respecter les droits de l'enfant partout et en tout temps. Eh bien, c'est ce que je fais. C'est notre responsabilité de faire maintenant que cet enfant soit considéré comme une personne à part entière avec ses propres droits. Et je vous remercie de m'aider dans ce combat. Merci. Donc, nous avons reçu déjà des questions sur notre site internet. Donc, vous savez, nous sommes en visioconférence aussi. Je vais me permettre de poser la première question et après, je ne sais pas s'il y a aussi des questions, évidemment, dans le public. Nous les prendrons une à une. Donc, c'est une question de Franck. Ah non, Arthur était arrivé en premier. Donc, Arthur, qui demande comment les pays définissent-ils les actions à prendre pour respecter la convention qu'ils ont signée? Est-ce qu'il existe des guides et règles? Alors, c'est une question qui est traitée en grande partie par une autre observation générale du comité. Je vous ai dit qu'elle explicitait un certain nombre de points complexes, et dans les exigences qui sont faites aux États, il y a évidemment les mesures d'application de la Convention. Et comme ces mesures d'application
figure que dans un petit article, qui est l'article 4, qui dit que les États doivent mettre tout leur potentiel à disposition, il y a un commentaire général sur l'application de la Convention, ce qu'on appelle sur les mesures générales d'application, qui est le commentaire général numéro 5, qui est un long commentaire donc, qui explique ce que doivent faire les États sur le plan de la législation, sur le plan des mesures concrètes, sur le plan de ce qu'on fait maintenant de la sensibilisation, et sur un plan qui est souvent oublié, qui est celui de la formation. Merci. Est-ce que dans le public, il y aurait une question ? Alors, si jamais quand vous avez des questions, il faudrait vous lever aussi pour les poser, pour que les personnes qui nous suivent en direct puissent vous voir. Personne ? Alors, si jamais nous avions une autre question sur notre site, cette fois effectivement de Franck, que pourrait-on faire pour mieux aider les familles à garder les enfants en situation de handicap au foyer sans que l'enfant soit placé en institution ? Alors c'est évidemment une question très large qui est que faire pour prévenir la séparation et le placement. Donc c'est là aussi des mesures générales qui sont des mesures pas tellement techniques, mais qui sont des mesures générales de prévention. Ça vaut pour les enfants en situation de handicap, ça vaut pour les enfants qui vivent d'autres problèmes, pour les enfants qui sont en situation de pauvreté. C'est évidemment à la société en général, donc au gouvernement, de mettre en place des mesures de politique qui puissent assurer que chacun des enfants puisse, dans le milieu où ils vivent, pouvoir recevoir les soins qui sont nécessaires. Donc ça veut dire des mesures d'accompagnement des familles, des mesures de soutien des familles, des mesures d'aide spécialisée, des mesures d'intervention ambulatoire pour faire en sorte que le placement, l'institution, la séparation soit opéré que si nécessaire. On stigmatise un peu l'institution parce que dans les institutions se sont passées des choses qui ont été préjudiciables aux enfants, mais on ne dit pas que l'institution est mauvaise en soi. On dit simplement qu'il faut que dans toute la mesure du possible, l'enfant puisse être élevé par ses parents. Merci. Est-ce qu'il y aurait dans l'assistance ? Voilà, il y a une question. J'ai vu quelqu'un qui levait la main là-bas, non ? Là-bas. Bonjour. J'aimerais savoir par rapport à la capacité de discernement d'un enfant en situation de handicap psychique, qui est-ce qui peut déterminer ou pas sa capacité de discernement, sachant, il me semble elle varie en fonction des moments, en fonction de ce que vit l'enfant. Donc, comment est-ce qu'un enfant, par exemple, qui souhaiterait prendre un traitement médicamenteux pour soulager sa souffrance, peut être entendu ou pas par son entourage, les médecins, puis quel crédit on donne à ce qu'il demande? Merci pour cette question qui est une question très difficile et qui est une question qui est souvent peu traitée parce que souvent on estime, notamment dans le milieu médical, que le médecin c'est mieux que l'enfant ou que les parents et on a même un médecin dans la salle que je connais qui pourra éventuellement ajouter, mais c'est une question difficile. Donc la question de la capacité de discernement d'un enfant est une question qui n'a jamais été déterminée de manière claire par la loi en indiquant un âge à partir duquel l'enfant aurait ou n'aurait pas le discernement, au contraire d'un certain nombre de pays qui fixent arbitrairement 7 ans, 10 ans, 12 ans, et puis encore ça peut dépendre des domaines dans lesquels on se trouve, si c'est dans le domaine de la protection ou si c'est dans le domaine médical, c'est peut-être pas la même limite. Donc en Suisse, on a décidé qu'on ne fixait pas d'âge, mais que les situations devaient être examinées au cas par cas.
ce qui est totalement conforme avec la Convention des droits de l'enfant, qui, dans son article 3 sur l'intérêt supérieur, ne dit pas autre chose que la nécessité d'individualiser chaque situation, c'est-à-dire de voir dans chaque situation quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés, quelles sont les solutions, et de choisir celle qui sera la plus appropriée pour cet enfant-ci. Donc, dans la situation d'un enfant handicapé qui aimerait s'exprimer sur prendre ou ne pas prendre un médicament qui pourrait le soulager ou au contraire qui pourrait, donc ça veut dire concrètement qu'on doit examiner, cet enfant doit examiner le degré de sa difficulté de compréhension et de sa capacité de dire clairement ce qui pourrait être le fond de sa pensée, ce qui n'est pas toujours évident, évidemment, avec la situation d'un enfant. Ça va encore, évidemment, dépendre de son handicap. S'il est en chaise et qu'il ne peut pas marcher, ça ne veut pas dire que sa tête ne va pas, mais peut-être qu'il a un autre handicap qui lui permet de peu ou mal discerner. Donc, il va falloir décider et il va falloir mettre en compétition quasiment l'intérêt que lui va exprimer à prendre ou à ne pas prendre un médicament et puis ce que le médecin pense du traitement, ce que les parents peut-être veulent qui n'est pas forcément la même chose que l'enfant et ce que on peut vouloir. Vous savez, je cite juste ce cas que pour l'euthanasie active, la Belgique a reconnu que les enfants pouvaient se déterminer sur ce sujet. Pour autant, évidemment, c'est toujours en relation avec l'âge et la maturité, également pour ce que j'ai dit tout à l'heure, et avec des situations qui étaient évidemment des situations de fin de vie et un avis convergent d'au moins 2 psychiatres ou 2 médecins. Donc, c'est-à-dire qu'on va loin dans l'exercice des droits de l'enfant, notamment en matière de soins médicaux, de demander des soins, de refuser des soins ou d'apprécier ce qu'on fait. Donc, pas de réponse type, pas de réponse systématique, mais vraiment un examen au cas par cas. Est-ce que M. Heller, qui est médecin pédiatre, veut ajouter quelque chose? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Peut-être juste de rajouter, c'est que ce discernement, il faut le réévaluer régulièrement. Ce n'est pas parce que l'enfant a dit oui ou non une fois que c'est vrai dans la durée. Donc il faut le réévaluer régulièrement. D'autres questions, commentaires? J'ai vu qu'il y avait le mot apéritif, donc je pense que c'est ce que vous avez retenu de la suite de l'après-midi. Alors, on peut poursuivre à l'apéritif qui est à l'extérieur, donc vous avez la possibilité après de vous déplacer dans tout l'espace, et puis on poursuivra ensuite à 16h15 avec le café pédagogique qui se déroulera juste... Ah non, ici, voilà, pardon, il a changé de place. Donc, où on pourra poursuivre la discussion avec Monsieur Jean Zermatten, Monsieur Darbolet et Madame Moody. Merci déjà à toutes et à tous pour votre présence et puis merci aux internautes qui nous ont suivis et aux questions qu'ils nous ont posées.